24e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. La RDC est représentée au plus haut niveau par le président Tshisekedi. La délégation congolaise veut des sanctions contre Kigali. Et puis la Turquie et la Somalie tiennent à consolider leurs liens diplomatiques. Après un accord militaire, les deux pays viennent de signer un autre accord dans le domaine des hydrocarbures. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Ce samedi, le président Félix Tshisekedi a pris part aux travaux de la 24e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique centrale, CEAC en sigle. La situation à l'est du Congo a aussi fait figure de discussions à ces assises. La RDC est porteuse d'un schéma à deux volets, un dialogué entre la RDC et le Rwanda, mais aussi demander la condamnation de ce pays assorti des sanctions contre le régime Kagame. Suivez le détail dans ses commentaires. La 24e session de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, a ouvert ses portes ce samedi au centre international Sipopo à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Ces assises sont placées sur le thème « La CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale ». Parmi les questions d'actualité qui seront débattues par les dirigeants de cette organisation sous-régionale figurent notamment la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le rapport de la médiation de la RDC au Tchad et la proposition de la réforme avec la création de la Cour de justice communautaire. Bien avant, il s'est tenu une réunion ministérielle où Christophe Lutundula a invité les Africains en général et la CEAC en particulier à éviter la langue de bois, l'équilibrisme diplomatique au sujet de la situation de l'Est de la RDC. Le VPM Lutundula a à l'occasion invité le Rwanda à cesser d'abuser de la bonne foi de la communauté internationale et à exploiter la tragédie du génocide, la transformant en fonds de commerce. Ainsi, un schéma a été proposé à la communauté par les Congolais. D'abord, le dialogue entre le gouvernement du Congo et celui du Rwanda et non avec le M23. Ensuite, la condamnation sans embâche du Rwanda et la prise des sanctions contre lui pour son agression contre la RDC en violation flagrante du droit international. Au terme de ce sommet, le président de la République de Guinée équatoriale et hôte du sommet Théodore Obiang Nguema Sogo va prendre la gestion tournante de la CEAC. Lors du Conseil des ministres de ce vendredi 8 mars, le président de la République a appelé chez le gouvernement à ne ménager aucun effort quant à l'implémentation de la couverture santé universelle et son extension sur toute l'étendue du territoire national en visant tout d'abord les militaires, les policiers, les agents publics de l'État et les couches défavorisées en vue de renforcer la solidarité nationale. Suivez le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui est aussi porte-parole du gouvernement. Il a fait le compte-rendu de la dite réunion. Le président de la République a rappelé avoir lancé en date du 5 septembre 2023 la gratuité de la maternité et de la prise en charge de nouveau-nés sur les territoires congolais, en commençant par la ville-province de Kinshasa. La santé étant un facteur majeur du développement, le président de la République a encouragé le gouvernement à consacrer toute son énergie pour garantir une bonne santé pour tous à travers ces programmes de couverture santé universelle. Le gouvernement ne doit ménager aucun effort pour non seulement assurer l'efficacité du dit programme, qui a déjà débuté à Kinshasa dans son volet gratuité d'accouchement, mais surtout l'étendre sur toute l'étendue du territoire national et de lancer les paquets de services des soins de base du système de la couverture santé universelle. Cette extension devrait viser d'abord les militaires, les policiers et les agents publics de l'État, les couches défavorisées en vue de renforcer d'une part l'autorité de l'État et d'autre part la solidarité nationale. Pour dégager les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces programmes dans la perspective du passage du système octroyé au système contributif dans notre pays, le président de la République a demandé pour ce faire au Premier ministre de réunir les ministres ayant l'Intérieur, la Défense nationale, la fonction publique, les budgets, les finances, la santé et la prévention sociale afin d'en définir les modalités pratiques. La coordination de la couverture santé universelle est appelée à se déployer très rapidement dans toutes les 26 provinces de la RDC pour sensibiliser les institutions et prestataires provinciaux à intégrer les systèmes de couverture santé universelle
et ainsi répondre efficacement aux attentes de la population en garantissant l'objectif de la santé pour tous par l'accélération de la mise en œuvre du processus devant permettre à tous de se conformer à la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la santé et à tirer les avantages qui en découlent au profit de la population. Et pour dénoncer les massacres et réclamer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, les femmes de la communauté iturienne ont marché à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les détails avec Maris Boleli. La journée du vendredi 8 mars 2024 a été marquée par la marche pacifique et une messe œcuménique à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et en République démocratique du Congo, c'était une journée dédiée à la femme de la partie est du pays à cause de la situation sécuritaire. Les femmes dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC, ont marché dans les rues et celles d'ailleurs, notamment des Lituri qui ne sont pas restés bras croisés. Dans les rues, habillées en noir, symbole de deuil, en panne qui fait partie de l'intégrité de la femme africaine et congolaise, mouchoir blanc sur la tête pour dénoncer le massacre à l'est du pays et réclamer la paix. Ces bandeaux blancs sur nos têtes est pour montrer que nous voulons la paix et que nous sommes fatigués. Aidons-nous avec ces atrocités qu'il y ait plus de combattants dans les milieux où il y a la guerre. Visage fatigué, une messe pour implorer la grâce des dieux et des manifestations accompagnées des chants et danses pour dire que nous femmes voulons la paix. La femme violée, la femme égorgée comme des animaux. Pour la journée d'aujourd'hui, nous disions vraiment non. En tout cas, que ça cesse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le gouverneur plaide au niveau de Kinshasa pour qu'on puisse renforcer les soldats en Ituri pour qu'on trouve une solution palpable à cette affaire? Parce que c'est assez. Tunachoka na kulia, tunachoka na kuzika. Bitu nye mitalomba kwake iko. Ye ongeza nombre ya. Nous sommes fatigués et que le gouvernement renforce les matériels et qu'il ait des recrutements un peu partout dans l'armée puisque nous sommes fatigués. Pour ce mois de mars, au mois dédié à la femme, les femmes déterminées à chercher la paix à l'est du pays et à ne pas rester silencieuses pour le bien du pays. On va revenir à Kinshasa. Le métier de bouquiniste dans la capitale, autrement appelé le marché noir du livre, devient de plus en plus un business en péril avec une rentabilité faible. Vous allez suivre plus de détails avec Maris Boleli et Giscard Tamba qui étaient sur terrain. La lecture a plusieurs bienfaits sur la vie d'un homme, mais cependant, elle disparaît peu à peu de nos quotidiens et surtout avec l'avènement de la nouvelle technologie, cela devient un réel combat pour les amoureux du livre et de la lecture. Un gagne-pain qui devient très lourd, une rentabilité devenue rare avec un faible revenu. Il y a de moins en moins de mères de famille qui viennent acheter de la littérature jeunesse. La plupart des personnes qui viennent acheter sont des avocats et des politiciens. La tracasserie de policiers aussi, qui les empêche de vendre souvent, comme l'expliquent ces bouquinistes. Avant, ces métiers étaient rentables, mais aujourd'hui, nous faisons face à deux problèmes. Le premier est la situation économique et le second est l'avènement de l'Internet. Aujourd'hui, les gens peuvent s'acheter des livres en ligne. Pour le moment, j'ai plus de clients de droit, donc les juristes et les politiciens. Et pour avoir ces livres, je les achète auprès de ceux qui ont de livres et bibliothèques à la maison. J'ai aussi des fournisseurs qui viennent de la France, la Belgique. La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. Ceux qui nous fournissent de la bonne lecture doivent être protégés, eux, avec leurs livres. On va parler sport dans ce journal. Les 13e Jeux africains s'est ouvert officiellement ce vendredi 8 mars 2024 à Accra, capitale ghanéenne, et ira jusqu'au 23 mars prochain. Absente dans la catégorie football de moins de 20 ans dans les deux versions, la RDC sera représentée par son arbitre féminin en la personne de Rachel Zihindula, âgée de 24 ans, sélectionnée par la CAF pour ces Jeux. Plessis Kouzola.
Le 13e Jeux africains s'ouvre officiellement ce vendredi 8 mars 2024 à Accra, capitale ghanéenne. Ces Olympiades africaines qui iront jusqu'au 23 mars regrouperont 29 disciplines sportives dont le football. La RDC, représentée à cette messe qu'avec 15 disciplines, est absente de l'épreuve du sport roi sur terrain. Le U20 dames et messieurs ne s'étant pas assuré de leur qualification. Les pays peuvent néanmoins bomber grâce à la présence de Rachel Zindula, arbitre congolaise sélectionnée par la Confédération africaine de football pour officier les rencontres. En effet, parmi les noms, le 24 dames qui seront du nombre de 48 officiers en noir figure le nom de la native de Goma âgée de 24 ans. Selon la CAF, Zindula est en passe de vivre l'un de ses rêves devenus réalité. Je me vois en train d'officier des championnats de haut niveau comme la Champions League, la CAN, le CHAN et même la Coupe du Monde. J'y travaille et j'y arriverai, s'est-elle confiée récemment. Une année après son entrée dans la cour restreinte des arbitres certifiés par la FIFA, elle se voit grandir petit à petit. Sa rigueur sur le terrain, son sens du travail, son côté décomplexé la propulse avec une vitesse d'éclair. Et maintenant, c'est l'actualité au-delà de nos frontières. Le Nigeria annonce des réformes majeures dans son secteur pétrolier et gazier. Les nouvelles réformes introduisent de nouvelles incitations fiscales pour des projets pétroliers et gaziers, réduisent les coûts et les délais de passation des contrats et favorisent la rentabilité dans le développement de contentieux local. Elles visent notamment à positionner le pays comme une destination favorable pour les investisseurs dans le secteur pétrolier et gazier en vue de stimuler la croissance économique. Suivez nos amis d'Africa 24. Important producteur de pétrole et de gaz en Afrique, le Nigeria veut se positionner comme une destination favorable pour des investissements dans ce secteur. Le 6 mars 2024, le président Bola Tinubu a publié de nouvelles directives visant des réformes majeures dans le secteur pétrolier et gazier du pays. Le décret introduit de nouvelles incitations fiscales pour les projets pétroliers et gaziers, réduit les coûts et les délais de passation des contrats et favorise la rentabilité dans le développement de contenu local et les initiatives de partenariat. Des centaines de milliards de dollars ont été perdus pour le Nigeria depuis plus de 4 décennies déjà. Et le Nigeria cherche maintenant des investisseurs étrangers, mais il y a des investisseurs nigériens qui peuvent prendre la relève. Il y a beaucoup de Nigériens qui sont très fortunés, qui peuvent rentrer dans le secteur productif, dans le pétrole et dans le gaz. C'est ce qu'il faut souhaiter. Il faudra que les politiques d'investissement soient bien assainies. Les nouvelles réformes pétrolières et gazières comprennent la réduction du cycle de passation des marchés à 6 mois afin d'accélérer les délais des projets. Elle inclut également l'introduction d'incitations fiscales pour stimuler les projets gaziers non associés, les développements intermédiaires et en eau profonde, ainsi que l'application des exigences de contenu local pour renforcer la participation locale sans compromettre l'attractivité des investissements. Les réformes visent à accélérer la croissance économique du Nigeria et à accroître sa compétitivité sur le marché mondial du pétrole et du gaz. Ce que je préconise pour le Nigeria, c'est de faire de bonnes juridictions et puis que la corruption et la gabegie soient combattues fermement. Se concentrer aussi dans des secteurs qui ont été délaissés depuis les années 70, que sont l'agriculture. Le pétrole fournit 90% des recettes en devises du Nigeria et représente environ 80% des recettes totales du pays. En septembre 2023, la production pétrolière du pays était la plus importante d'Afrique, s'élevant à 1,347 millions de barils par jour, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. Alors que le Nigeria cherche à exploiter ses vastes ressources pétrolières et gazières pour son développement économique, le pays s'engage à surmonter les défis qui entravent le plein potentiel du secteur. Je l'ai dit en titre, un mois après la signature d'un accord sur la défense entre la Turquie et la Somalie, les deux pays viennent d'officialiser ce week-end un autre accord de coopération, un accord qui porte sur la collaboration en matière d'hydrocarbures. L'entente couvre notamment la recherche et la production de pétrole et de gaz à partir des sites situés à terre ou en mer de la Somalie. Jojo Moulamba. En Afrique, la Turquie multiplie le partenaire énergétique. Ce week-end,
Elle a paraphé avec la Somalie un accord de coopération. Selon le ministre turc de l'énergie, l'accord vise à renforcer la présence de la Turquie dans la Corne de l'Afrique grâce à ses collaborations dans le domaine de l'énergie. Cet accord porte sur la prospection, l'évaluation des développements et la production de pétrole à partir de blocs somaliens sur terre ou en mer. En outre, il comprend le transport, la distribution, le raffinage et la vente de pétrole et des produits ainsi que les opérations liées à ces projets. Qualifié d'historique par les sites d'information Middle East et l'accord signé par les deux pays donne à la Turquie le droit de développer les ressources marines de la Somalie dans sa zone économique exclusive. La marine turque est déjà active au large des côtes somaliennes et dans les golfs d'Aden dans le cadre d'une mission multinationale de lutte contre la piraterie depuis 2009. Forte de son expérience dans l'exploration énergétique offshore démontrée par la découverte de gaz en mer Noire en 2020, le pays d'Erdogan est désormais engagé dans le développement du gaz pour la consommation intérieure. Selon une estimation du ministère américain du Commerce, la Somalie possède des réserves de pétrole et de gaz d'au moins 30 milliards de barils, mais leur exploration nécessite des investissements qui pourraient prendre 3 à 5 ans. Et nous voici à la fin de ce journal. Je vous rappelle les différents titres. 24e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la RDC est représentée au plus haut niveau par le président Tshisekedi. La délégation congolaise veut des sanctions contre Kigali. Et puis dans ce journal, vous avez suivi, nous avons aussi parlé de la Turquie et la Somalie qui tiennent à consolider leurs liens diplomatiques. Après un accord militaire, les deux pays viennent de signer un autre accord dans le domaine des hydrocarbures. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Géopolis Télévision.